Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la promenade. Et aujourd'hui, la promenade commence par un petit tour de voiture. On respecte les moins de 10 km. Mais par contre, on va aller sur un lieu. J'ose pas vous dire comment il est. J'ose pas te dire comment il est ce lieu. C'est un lieu sacré. C'est un lieu qui remonte, c'était même pas l'ère des poissons, c'était encore des ères avant. Et donc tu vas voir, on va rencontrer des choses magnifiques, un endroit super qui va être vraiment propice à deux choses. La première, ma méditation habituelle du mercredi matin sur un sujet qui va certainement te passionner, qui est une réponse à la question comment associer les cartes avec les signes, comment associer les cartes avec les planètes. Donc c'est une question que plusieurs d'entre vous m'avaient posée avec insistance et j'ai envie de dire, dernièrement, elle est revenue encore avec plus de force cette question. Et du coup ça m'est donné une idée assez classique, c'est les fameuses FAQ. Sous-entendu, est-ce que, et vous n'auriez pas, amis auditeurs, au pluriel cette fois, des questions? Est-ce que tu n'as pas une question qui te taraude, évidemment, en toi pour, comment dire, avancer sur ton chemin, pour être encore plus libre sur ton chemin et pour être surtout sur ton chemin et pas celui des autres? Alors, tarot et astro, les lames avec les planètes et les signes. Déjà, le jeu de tarot est pas un jeu parce que personne ne joue au tarot avec ce jeu-là. Il en a un spécial. Ensuite, le jeu de tarot apporte quand même ce nom et il faut s'y intéresser. Il n'y a aucun hasard puisque chaque trait sur la besace correspond à quelque chose. Donc il faut se dire que fatalement, si on appelle ça un jeu de tarot, c'est qu'il y a l'esprit du jeu. Alors évidemment, tu te dis aujourd'hui, tiens, il est habillé en orange. C'est parce qu'il a de l'or en lui, parce que or ange en jeu. Et le jeu de tarot, c'est ça, c'est le tarot qui se passe un petit peu de l'aspect extérieur pour aller vers un aspect ésotérique, la symbolique des mots, des couleurs, etc. Et donc, le jeu de tarot, c'est le tarot de jeu. Si c'est un jeu, ça signifie qu'il faut s'en amuser. Et peut-être que c'est l'esprit du fou, justement. C'est un peu tous ces fous du roi qui nous disent « amusez-vous du sérieux ». Pourquoi? Pour prendre du recul, pour apprendre à lâcher prise. N'est-ce pas un petit peu ce que disait Coluche ou bien d'autres humoristes qui nous faisaient passer des messages subliminaux et qui nous disaient vraiment des choses tout en riant, mais parce que dans spirituel, il y a aussi le mot spirituel. Peut-être même que ce jeu, il est intéressant à observer de deux façons. La première, c'est lorsque on va tirer une carte pour les autres et on se dit le jeu n'est plus considéré comme important puisque c'est l'autre. Mais non, on doit avoir constamment présent à l'esprit que le tarot, c'est l'étude de soi, même quand on tire pour les autres. À votre avis, vous croyez qu'entre le premier jour où vous tirez les cartes et le dernier jour, vous avez la même façon de penser, la même façon d'analyser les cartes, la même façon de parler aux personnes? Il y a effectivement, qu'on le veuille ou non, ce côté, d'analyse permanente du je, c'est-à-dire de nous. Alors le jeu, il ne répond pas du tout à des règles précises. Quand on est au tarot classique, on compte les points, il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Et notre jeu de tarot, il n'a pas de mode d'emploi, il n'a pas de notice technique. Et je pense que c'est super important d'avoir ça à l'esprit. Ça veut dire qu'en fait, on doit être créatif, on doit s'inventer nos règles, on doit s'inventer notre façon de voir par rapport au tarot. Ça signifie que dans le tarot, il y a des choses qui sont immuables. L'empereur, il est d'une certaine façon. Le pape, il est d'une autre. Les couleurs sont précises. Les traits sont précis. Et que vous regardiez un tarot de Noblet ou de Vieux-Ville ou un tarot de Marseille de Jodorowsky-Camoin, vous y verrez les mêmes traits, les mêmes choses. Et tout de suite, vous repérez que c'est le pape ou bien que c'est le monde. Il y a dans le jeu de tarot un côté règle et un côté créatif. C'est-à-dire un côté où on peut s'affranchir de certaines choses et un côté où on ne peut pas s'en affranchir d'autres. Et la vie, elle est comme ça. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui il pleut parce que c'est la réalité. Par contre, je mets un pull orange ou je mets un pull bleu. Ça,
C'est ce qu'il faut comprendre dans le tarot, déterminisme et libre arbitre. Et si vous le comprenez pour le tarot, fatalement, vous allez le comprendre aussi en ce qui concerne l'astrologie. C'est la façon dont on va utiliser les ingrédients qui comptent, mais on est sur Terre et les ingrédients, ils nous sont donnés. Les couleurs, elles nous sont données. Peut-être que dans d'autres mondes, les couleurs sont bien différentes. Je pense aux personnes qui ont expérimenté les fameuses NDE. En ce qui concerne la Vierge, eh bien, on va dire, ah oui, mais moi je sais, la Vierge, c'est l'automne, elle compte, elle calcule. Donc à partir de là, eh bien, fatalement, la Vierge correspond à l'impératrice, le calcul, le mental. Et d'autres vont dire, oui, mais la Vierge, ça correspond à la religion. Il y a cette idée d'être un peu, seul dans la solitude, j'allais dire corporelle, cette virginité, etc. Et alors, c'est la papesse qui va se dessiner comme une bonne sœur, si vous préférez. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de règles dans le tarot, mais vous pouvez pas dire que la papesse, elle a l'énergie de l'empereur. Alors, je vous ai promis une surprise et nous y arrivons. Nous sommes à quelques kilomètres de chez moi et je vous ai parlé d'un lieu très très ancien. Eh bien, vous le voyez au loin, c'est un lieu mégalithique. C'est un lieu qui est, constitué par un menhir. Un menhir qui est classé au même titre que Notre-Dame, c'est-à-dire il est classé monument historique, on ne peut pas le déplacer, c'est pas simplement répertorié auprès des musées nationaux, non, c'est plus que ça, c'est un monument historique. En géobiologie, il est fréquent de savoir que les menhirs ont un nom. Celui-ci s'appelle Bélénos et je salue Bélénos parce que je suis vraiment très très heureux de le retrouver et c'est vraiment un lieu extrêmement puissant énergétiquement. Mais là, nous sommes là pour parler d'astro-tarot. Alors j'aimerais quand même vous dire un petit truc, c'est que ici, je l'ai aménagé, je venais tous les jours, j'ai médité pendant longtemps et un jour il m'a été donné, si vous voulez, de creuser un peu parce qu'il y avait quelque chose. Et là j'ai trouvé une sorte de menhir, bon là il est plus tellement entretenu, mais un menhir horizontal. Et quand on regarde les réseaux Hartmann, Curie, Perret, j'en passe, eh bien on s'aperçoit qu'il est profondément orienté. Et donc là, je vais pas vous faire un cours de géobiologie, c'est pas l'envie qui me manque. Mais il y a une personne qui m'a dit, est-ce que tu dors la nuit parce que tu fais que de l'astrologie? La réponse, elle est là. Je ne fais pas que de l'astrologie, je fais aussi de la bioénergie et de la géobiologie. J'ai suivi des cursus et donc je suis, comme on dit si bien, certifié. Ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est peut-être votre attente que vous avez sur les signes comparés avec les planètes et vous les donner sous forme de tableau. Je pense que vous diriez, c'est sympa. Je vais tirer deux colonnes avec d'un côté les signes, de l'autre côté les lames. Mais le problème, c'est la dépendance que ça va générer. C'est le manque de recherche, c'est le manque de créativité. C'est que vous attendez peut-être qu'on vous donne ça tout cuit. Et je pense que ça, c'est pas une bonne chose. Si c'est un tableau que vous attendez, vous figez la vie, vous figez tout plein de choses et vous laissez pas la porte ouverte à votre recherche. Et elle est fondamentale. Si je vous parle du jugement, par exemple, vous allez le rattacher à quel signe astrologique, quel glyphe? Est-ce que vous allez plutôt me dire, oh bah tiens, dans les planètes, dans les signes, le jugement, c'est mourir renaître, c'est sa mission de vie, c'est savoir d'où on va, où on vient. Il y a un peu l'idée de réincarnation. Et si le jugement correspondait au nœud nord et au nœud sud d'un thème astrologique? Naturellement, il faut avoir quelques connaissances, mais vous savez, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de regarder ces 3 lignes dans Wikipédia. Le nœud nord, c'est là où on va, c'est la direction qu'on doit prendre pour trouver notre mission sur Terre. Et le nœud sud, eh bien, c'est nos expériences de vie passée, pour ceux qui croient dans la réincarnation. Mais là, on est avec le jugement et c'est pour ça que je vous ai parlé de cette idée de mourir et renaître. Du coup, vous voyez que ça dépend bien de votre état d'avancée en ce qui concerne votre savoir, vos expériences et le temps que vous y consacrez. Parmi les 22 arcanes majeures, et je suis sympa, j'en élimine quand même 56, est-ce que vous pouvez me dire quelle carte correspond au signe du Scorpion? Alors vous allez peut-être avoir des doutes, mais bon, imaginons que vous alliez dans un livre, c'est-à-dire prendre les idées des autres et surtout pas la vôtre. Mais les idées des autres, elles nous permettent aussi d'avancer. Et les idées des autres, elles vont dire que très souvent, le Scorpion est assimilé
au signe, comment dire, à la carte du diable. Alors c'est un peu dur parce que quelquefois on me reproche d'être un peu virulent avec tel ou tel signe, de pas être gentil avec tel ou tel autre signe. Mais c'est quand même un petit peu ce qui se passe quand dans tous les recherches que j'ai fait, à chaque fois, oh bah le scorpion c'est le diable. Pourquoi? Parce que le scorpion c'est le sexe, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Alors l'argent, eh bien il est complètement avec ses pieds crochus sur de l'or. Le sexe, bah il y en a partout sur son corps. Le pouvoir, bah on le voit, il a enchaîné les diablotins. Donc du coup c'est facile de dire bah oui finalement le scorpion égale le diable. Alors si vous êtes natif du scorpion ou si vous avez un signe, comment dire, un ascendant scorpion, vous êtes probablement en train de dire waouh, c'est un peu chaud quand même. Mais rassurez-vous, il y a d'autres personnes qui ont des idées et qui vont vous proposer de voir dans le scorpion, eh bien, l'arcane 13. Alors vous vous dites, alors là, en tant que scorpion, j'ai vraiment de la chance. Les deux cartes où il y a du noir, où c'est de l'obscurité, où c'est compliqué, eh ben ils me l'ont trouvé, la 13 ou la 15. Ah bah c'est sympa. Et alors du coup, qu'est-ce que vous proposeriez comme autre arcane, j'allais dire un peu plus sympa quand même pour nos amis scorpions? Eh ben, je reprendrai encore une fois l'arcane 20, cette histoire de mourir, de renaître. Il y a un labyrinthe tout autour. Le scorpion aime bien trouver les solutions aux énigmes. Il est sorti de son labyrinthe, il renaît et comment dire, il y a un côté aussi discret, secret avec l'archange qui est au-dessus, le monde invisible que le scorpion aimerait bien creuser un peu. L'intérêt aussi du jeu, c'est ce côté d'évolution des points de vue. Prenons un exemple, le Verseau. Eh bien, le Verseau, il correspond à ces rebelles, un petit peu ceux qui partent sur un coup de tête. Et qui sait qui a la tête très en l'air et qui regarde pas, qui négocie pas, c'est le mat. Il est parti sur un coup de tête. On voit vraiment que il en a eu marre. Il est parti. Alors, on sait pas trop si c'est le chien qui est arrivé à le faire partir, mais en tout cas, il est parti sur un coup de tête. Il regarde pas derrière. Il regarde droit devant lui et il avance, j'allais dire, vers un côté de l'avenir qui correspond bien au signe du Verseau. On a aussi ce côté un peu marginal avec le Verseau, parce que le Verseau, il est, comment dire, avec cette planète Uranus qui tourne bien différemment des autres planètes, il est toujours suspect un peu de marginalité. Et quand on regarde la façon dont est vêtu le mat, que certains appellent le fol, eh bien on comprend effectivement que ça correspond bien au Verseau d'être un petit peu marginal. Ensuite, on a la possibilité de se dire, est-ce que je vais avoir cette version-là, Verseau égale le mat? Bah, déjà, ça voudrait dire qu'on fait un mode d'emploi. Je reviens toujours à ça, mais il faut s'en affranchir. Il faut être libre de ça. Je vais laisser passer l'avion. Je reprends sur mon Verseau qui a évolué. C'est-à-dire que là, on a 20 ans, on claque la porte et on s'en va comme le mat. Mais avec le temps, on a appris à mettre de l'eau dans le vin. Et tout de suite, vous voyez la carte à laquelle je fais référence. Donc, on met de l'eau dans le vin et puis on tempère. Évidemment, ça a demandé du temps. Et c'est pour ça que ça s'appelle tempérance, le temps de l'errance. On a un petit peu, comme tous les maths, comme tous les jokers, on s'est un peu baladé à droite à gauche sans véritablement trouver notre destination. Mais avec le temps, tempérance est là et elle nous dit, t'as mis de l'eau dans le vin, observe les ondes qu'il y a de ces jarres qui sortent. C'est pas de l'eau parce que si l'eau était dans les jarres, elle tomberait à l'aplomb. Or là, c'est bien des ondes, elles vont de gauche et elles vont à droite. Et d'ailleurs, on retrouve les deux mêmes ondes que sur le signe du Verseau. Et donc, vous allez avancer avec ce renseignement et puis vous dites, tiens, et si je regardais un petit peu pourquoi le Verseau, il a changé de, comment dire, de planète. On en parle souvent. Avec la découverte d'Uranus, eh bien, les Verseaux ont récupéré Uranus et ils ont oublié la planète qu'ils avaient avant, à savoir Saturne. Mais le menhir, il en a vu des choses et les Verseaux aussi, ils en ont vu. Et ça veut dire qu'il y a des Verseaux uraniens qui vont être un peu comme le fol, comme le mat, et puis partir, se dire j'en ai marre, je m'en vais. Et puis il y a des Verseaux qui sont plus pondérés, qui sont comme tempérance, et là qui rappellent qui? Non pas Uranus, mais justement Saturne. Saturne, le calme, le temps.
Donc en réalité, vous voyez que vous pouvez très bien avoir deux visions sur le signe avec deux cartes différentes et on peut pas dire vraiment que Tempérance ressemble avec le mat. Alors j'en arrive à ces références un peu livresques, on essaye tous de copier, on l'a tous fait et en fait ce ne sont pas des livres que l'on copie, ce sont des conclusions, des informations auxquelles sont arrivées certaines personnes et certains ont quand même vraiment le niveau de la maîtrise. Mais ils donnent que le point de vue d'une personne et globalement, surtout dans l'ésotérisme, tout le monde est chercheur et tout le monde avance avec prudence. Ces conclusions, elles sont jamais définitives ou rarement définitives en tout cas. Et là, je pense que si vous arrivez à faire vos conclusions, vous allez trouver votre tarot comme vous avez trouvé votre chemin. Par exemple, j'observe dernièrement des gens qui font un sacré travail sur les arcanes, du bon boulot et tout ça, et ils sont très inspirants pour moi. Mais quand j'entends que l'arcane 16 pour eux, c'est la destruction, je vois qu'ils ont copié de père en fils et de fils en père sans vraiment s'intéresser, sans s'interroger à la problématique de la tour. Alors oui, la maison Dieu pour certains, eh bien ça va être comment dire la religion, le dogme, la tour de Babel. Pour moi, la maison Dieu, ça va être justement la liberté. C'est la liberté de penser avec cette couronne qui est déclavetée complet. Pour certains, ils y verront la différence, j'allais dire, avec l'église classique, l'église de Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis de l'autre côté, les gens verront plutôt l'église de Jean. Les jeunes qui s'amusent, une église qui est surtout pas dogmatique. C'est cette église qui peut rappeler la gnose des anciens qui existent toujours, la gnose, et que de l'autre côté, on a le dogme. Il n'y a pas loin entre dogme et gnose, c'est pas facile à dire, mais on voit que c'est quand même différent. Donc avec cette tour, on a un côté exotérique, c'est la version de Monsieur Tout-le-Monde. Et puis dans les églises, vous le savez si vous faites de la géobiologie et autres, il y a la version ésotérique, les livres ouverts ou les livres cachés. Eh bien, on retrouve la même chose avec cet arcane 16. Est-ce que c'est une église ésotérique pour vous ou une église exotérique? Est-ce que c'est l'église de Roma, Roma, l'église du Vatican, Roma, ou est-ce que c'est l'église de Roma à l'envers, c'est-à-dire amour? Mais qui c'est qui est à l'envers? Amor ou Roma? Donc, on peut faire vraiment beaucoup de questions et beaucoup de digressions sur cette simple carte et c'est ce que je vous invite à faire pour être encore plus libre sur votre chemin. Et surtout, n'attendez pas de moi que je vous fasse des petits perroirs avec des colonnes, des cases et des réponses toutes faites. Alors nous y voilà, vous avez votre papier, vous avez votre crayon, vous avez fait 2 colonnes, vous avez mis tous les signes à gauche et vous me dites, bon c'est bien gentil, si tu arrêtais de parler là, le bélier là, ça correspond à quel signe? Pas difficile. Le bélier correspond au battleur, ça commence par un B, c'est la première carte, donc c'est la même énergie, c'est quelqu'un de dynamique et ça va foncer. Et puis après, vous dites, bah oui, le deuxième signe, c'est le taureau, bah la deuxième, c'est la papesse, elle aime bien être chez elle, tranquille. Bah oui, il y a vraiment de ça, quoi, ça correspond bien. La 3, c'est les Gémeaux, ils aiment bien s'amuser, bah ça correspond à l'impératrice. Elle a libéré ses cheveux, elle est plus une impératrice, elle va s'amuser, elle communique peut-être plus avec son sceptre à l'époque qu'aujourd'hui avec les SMS, mais c'est exactement la même chose. Et puis finalement, bah vous avez trouvé, c'est pas difficile, du premier signe au 12e signe, de la première carte à la 12e carte. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ou alors vous me dites, bon Pierre, fais pas ta forte tête, là tu nous donnes beaucoup de choses, comme j'ai lu pas mal dans les messages et je suis très content, mais je vous donne beaucoup de choses parce qu'on m'a donné beaucoup de choses. C'est juste la loi, comment dire, de la réciprocité. Alors je vais continuer. Le taureau, ça va correspondre à quel, comment dire, à quel arcane à votre avis? Eh bien évidemment, on va avoir cette idée d'empereur parce que il y a les 4 éléments dans l'empereur avec ce côté 4 et on trouve les 4 sabots de notre taureau. Naturellement, ça va bien ensemble. Après, on pourrait imaginer, puisqu'on est sur le chiffre 4, que l'arcane 21, avec les 4 archanges, le chiffre 4, bah, fasse aussi référence au taureau, à cette stabilité. On est arrivé au bout, on maîtrise les 4 éléments, donc on a les 4 fers par terre bien posés. Enfin, je sais pas si on met des fers au taureau, ça m'étonnerait, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, on pourrait même imaginer la papesse, parce que la papesse, elle aime bien être chez elle, elle est un peu casanière, et il faut reconnaître que les taureaux,
puisque ça correspond à la maison 2, aiment bien être tranquilles chez eux aussi. Alors les Gémeaux, bien sûr, je disais tout à l'heure l'impératrice, mais on pourrait aussi imaginer l'amour et eux, l'arcane 6, eux, les Gémeaux, le pluriel, les signes doubles. Et c'est vrai que l'amour et eux, ça leur va bien. Et puis il y a aussi ce côté où il y a beaucoup de personnes. Et les Gémeaux, ils aiment bien quand il y a beaucoup de personnes, donc ça correspond bien. Après, on pourrait avoir aussi l'arcane 20, parce que là aussi, il y a beaucoup de personnes. Vous savez que l'arcane 20 et l'arcane 6, ce sont deux cartes où il y a beaucoup de gens. Et ça correspond bien aux Gémeaux, cette idée de parler avec des anciens sur l'arcane 20 ou de parler avec des plus jeunes sur l'arcane 6. Bref, pour moi, les Gémeaux, ça peut être dans ces trois possibilités. Les Cancers, tout le monde l'associe à la Lune. Alors, je ne vais pas y revenir, c'est facile. Moi, je dirais qu'on pourrait aussi l'associer à la Papesse, parce que la Papesse, elle est aussi très proche du Cancer. Il y a ce côté maternel, il y a ce côté, comment dire, exploration de son inconscient. Il y a vraiment le côté intuitif, le côté de la mère aussi. Très proche, mère, grand-mère, donc très proche des Cancers. Les Lions, c'est toujours pareil, c'est un peu facile. Les Lions égale l'astre solaire, donc voilà, c'est terminé, tout est dit. Bon, je vous laisse faire votre réflexion là-dessus. Moi, je me dirais, pourquoi pas, on va souhaiter le bicentenaire de la mort de Napoléon, qui est né un 15 août, donc qui était un signe du Lion. Eh ben, on pourrait arrêter un peu de dire, oui, le Lion égale le soleil et on passe à autre chose, sans trop de justification d'ailleurs. Et pour se rapprocher de l'empereur. L'empereur correspond tout à fait au signe du Lion. Il n'y a pas de problème là-dessus. La Vierge, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je verrais bien cette impératrice parce que la Vierge, elle compte, elle calcule, stylo en main et puis beaucoup d'intelligence. Mais aussi, la Vierge, c'est quelqu'un qui est quand même assez calme et pondéré, qui aime bien rester tranquille. Et la Papesse lui correspond très bien. Il y a ce côté de pureté, de virginité. Quand on pense à la Vierge, forcément, on a toujours un clin d'œil avec la religion. Même si on est athée, on a les connaissances. Et ça nous amène à réfléchir à ce genre de choses. Alors, je suis un petit peu obligé de laisser passer les avions pour arriver à la Balance. Et la Balance, j'ai envie de dire, c'est assez facile. La Balance, on va prendre la justice. Balance égale arcane 8 et puis c'est terminé quoi. Moi je trouve c'est quand même un peu rapide. Est-ce qu'il n'y a pas une autre carte? Et là j'ai envie de dire mettez sur pause, essayez de réfléchir par vous-même, essayez de voir qu'est-ce qu'elle fait la Balance. La Balance elle équilibre, la Balance elle harmonise et la Balance elle aime pas les conflits. Et bien entendu l'arcane 14 Tempérance convient parfaitement à la Balance. Pourquoi? Parce qu'elle harmonise les énergies et les énergies internes aussi, puisque c'est ces énergies qu'elle transforme à droite, à gauche, à droite. On est d'accord? Et il y a aussi que c'est une carte où il n'y a aucun angle droit. Donc fatalement, Tempérance, elle arrondit les choses. Elle n'aime pas les conflits, elle est diplomate et elle communique aussi. Et c'est complètement le signe d'air de la Balance. Le Sagittaire, tout le monde nous sort le chariot, c'est normal parce qu'il y a des chevaux et puis il y a un personnage, donc ça va très bien avec le Sagittaire. Et puis on en reste là. Moi, j'y associerais bien la maison Dieu. Pourquoi? Parce que le Sagittaire est lié avec la religion. Je l'associerais bien avec la maison Dieu parce que la maison Dieu, c'est l'entreprise. Et que c'est pas anodin si beaucoup de Sagittaires sont chefs. Et chefs d'entreprise, ça peut convenir complètement. On pourrait même dire, et la route fortune. Qu'est-ce que vient faire la route fortune dans l'histoire du Sagittaire? Eh bien, on sait tous que le Sagittaire, il est toujours chanceux. Alors, oui, toujours chanceux. Moi, quand je dis à mon fils que le Sagittaire est chanceux, mais qu'il meurt comme les autres, il me dit oui, mais dans des souffrances moindres. Parce que le Sagittaire, il veut peut-être toujours avoir un peu raison. Donc, finalement, pourquoi pas associer la roue de fortune, la chance, avec le Sagittaire ou avec l'empereur aussi, ça serait une autre possibilité, ou carrément l'arcane 16 bien entendu, et le chariot pour le côté cheval, être humain. Il nous reste à voir le Capricorne, que tout le monde connaît pour sa dureté, et parce que ça dure aussi, c'est dur et ça dure avec le Capricorne. Alors évidemment, là aussi, l'arcane 16 peut s'appliquer, parce que on voit les fondations, on voit la solidité de la pierre, on a ce côté aussi du Capricorne qui veut être tout en haut. Et dans le zodiaque, c'est le signe le plus haut. Et la tour, c'est l'idée de monter tout en haut pour dominer un peu, non pas les gens,
mais plutôt les situations. C'est pas capricornien ça, de vouloir dominer les autres, c'est dominer plutôt les situations. Mais on peut dire aussi que le Capricorne correspond à l'ermite naturellement, parce qu'il y a le côté de sa grotte, il y a le côté de ce côté d'isolement, ce côté de se mettre en retrait des choses. Donc très bien pour le Capricorne. Mais vous voyez, l'analyse de l'arcane 16 comparée à l'arcane 9 de l'ermite, eh bien elle est bien différente. Ce qui signifie que pour un Capricorne, osciller entre la tour de la Maison Dieu et puis l'arcane 9 de l'ermite, c'est quand même un sacré challenge. Louis, si tu veux me pousser, t'hésites pas. Donc pensons aussi à ça, à avoir des points de vue bien différents et pourquoi pas quelquefois assez opposés. Alors pour le Verseau, bah moi je sais pas, j'aurais bien tendance à y voir l'arcane 17, l'étoile. L'étoile parce que elle déverse ses jarres très fraternellement pour les autres. Peut-être aussi parce que les Verseaux sont souvent avec Urania associés à l'astrologie et l'étoile c'est peut-être un peu normal, mais il y a ce côté aussi d'être un petit peu marginal, c'est-à-dire de ne pas être habillé comme les autres et pour le coup elle n'est pas vraiment habillée l'étoile. Il y a peut-être aussi ce côté de projet. C'est-à-dire que l'étoile, elle étudie les étoiles, elle est sous une bonne étoile et elle aime bien faire des projets. Hein. On va dire que quand elle verse l'eau, c'est qu'elle donne de l'argent à la banque pour investir sur quelque chose. Donc voilà, après il nous reste le signe des Poissons et très souvent associé à l'arcane 12. Pourquoi? Parce que tout le monde me dit les poissons ils sont dans l'eau, ils sont enfermés, donc c'est comme ça. Quand on est dans l'eau, on n'a pas la vision sur Terre puisqu'on a un masque, c'est flou, c'est pas net. Donc ça correspond bien à notre ami le pendu qui a la tête à l'envers. Ce matin, ma collègue collaboratrice associée, enfin bref, mon ami me disait oui, puis en plus il est pendu par les pieds quand même, Pierre, n'oublie pas, les pieds ce sont les poissons. Ah oui, c'est vrai, mince, voilà. Donc, c'est pour ça, c'est infini. Et je ne me prétends en aucune façon connaître tout le tarot, quoi que ce soit. Ce que je prétends, c'est que j'arrêterai jamais de chercher. Et c'est aussi ce que je vous conseille de faire. Et quelque part, j'essaye de vous donner un peu envie, comment dire, de vous mettre en appétit avec tout ce qu'on échange le mercredi, comme un petit peu des amuse-bouches avant, comment dire, avant de manger. Ou gardons plutôt le mot apéritif, puisque c'est ce mot qui vous donne appétit. Donc vous mettre en appétit pour aller plus loin sur votre recherche sur le tarot. Alors c'est vrai que les poissons, on pourrait les associer à l'arcane 12, mais moi j'aime bien aussi associer les poissons au pape, parce que le pape c'est la spiritualité, et les poissons sont énormément dans la spiritualité. Normalement, le pape, je dis normalement parce que je pèse mes mots, mais le pape, lui, il est plutôt dans la charité. Vous vous souvenez les vertus? Foi, charité, espérance. Oui, le pape, c'est ça, et ça correspond bien aussi au signe des Poissons. Donc, encore une autre version, encore une autre vision des choses. Alors, si on travaille avec les planètes et que l'on commence naturellement par le Soleil, on va se dire qu'effectivement, le Soleil correspond à la volonté. Et donc, ça correspond bien à notre astre et à notre lame Soleil. Bien sûr, il y a aussi cette idée d'autorité. Et puisqu'on parle d'autorité, pourquoi on ne parlerait pas de l'empereur? Parce que l'empereur correspond bien au soleil. Le soleil, c'est l'or, et l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui a réussi. Donc on pourrait très bien dire que pour le soleil, on a le soleil, mais l'empereur aussi. Et peut-être d'autres cartes. La lune, c'est évidemment la maternité, mais la lune qui correspond à l'arcane de la lune nous indique aussi que c'est la femme qui est importante à retenir. Il n'y a pas que la fécondité, même s'il y a la fécondité. On a aussi le côté de l'épouse avec la lune. Et on pourrait presque dire, et si on allait plus loin? Comment aller plus loin? Avec la lune noire, parce que la lune noire aussi, c'est une initiation. Ce sont peut-être des choses qui ont été refoulées. Ce sont peut-être des choses que l'on n'a pas admises et que on remet dans la lune noire, des choses que l'on n'a pas compris dans les vies passées qu'il va falloir réutiliser. Donc vous voyez que l'arcane de la lune peut convenir à la lune, mais convenir aussi à la lune noire, puisque sur la lune, on a deux maisons, on a ce chien de couleur chair qui est, comment dire, le but par rapport au chien émotif de couleur bleu ciel. Mercure, c'est le battleur. Mercure, c'est lui
qui est, comment dire, un petit peu culotté. C'est lui qui vend sur les marchés. C'est lui qui étudie. C'est la première carte. Et donc, on est d'accord que Mercure, ce sont les études. Ce sont les débuts aussi, parce que c'est l'adolescence. Mercure, ce sont les mains, les poumons, et le battleur, ça correspond très bien aussi au travail manuel. Donc on a le côté travail intellectuel, il se pose des questions, et donc ça correspond bien à Mercure, qui correspond aux études, à l'intelligence, et puis aussi au côté manuel. Donc le battleur correspond très bien à Mercure. Vénus, pourquoi pas tempérance, douceur, calme, harmonie, légèreté, la beauté aussi, parce que quand même, je disais la dernière fois que Tempérance avait été dessinée probablement par Botticelli. Il y a la beauté, il y a la douceur, oui, c'est intéressant. Et puisqu'on est en train de parler de comment dire, de Vénus, Vénus c'est l'argent aussi, puisque ça donne l'adjectif vénal. Donc on a effectivement ce côté fort de l'argent, et qui dit de l'argent dit aussi la roue de fortune. Donc Vénus peut être associée à la roue de fortune, et qui dit roue de fortune dit la roue du karma, n'est-ce pas? Et pourquoi pas commencer à parler de la part de fortune en astrologie karmique. Et puis on peut dire aussi que pour Mars, c'est aussi simple que ça. Prenons tout simplement la force. On a cette énergie très martienne, et puis la force, c'est d'amener quand même quelque chose sur elle-même, c'est-à-dire au niveau sexuel. Et comme c'est un lion, c'est l'animalité. Donc comme Mars égale l'ancienne planète des scorpions avec l'idée de sexe, la force correspond bien à cette idée de sexe, et pas forcément de sensualité d'ailleurs. Ensuite, on a Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion. Jupiter, on a dit, c'est ce qui grossit. Je pense que la roue de fortune est complètement adaptée. Bon, en plus, Jupiter, on l'a dit, qui correspond au Sagittaire, il y a cette idée de chance qui va très bien. Mais Jupiter, c'est la première planète qui va rester pendant 1 an dans le même signe. Donc, c'est une planète de cycle, parce que si on regarde les planètes de personnalité, on s'arrête à Mars. À partir de Jupiter, les planètes restent 1 an et plus. Donc c'est cette idée de cycle qui est intéressante avec Jupiter à noter. C'est pour ça que la roue de fortune correspond bien avec l'idée de cycle, avec l'idée de comment dire, d'avancer. Parce que Jupiter avance aussi avec ses flèches qu'il tire tout le temps. Parce que c'est aussi le chef et il doit avancer. Saturne, évidemment, nous ramène à l'ermite, à la dureté, au temps, à l'isolement. C'est Saturne, quoi, l'ermite. Bien sûr, il y a d'autres cartes, mais celle-là, elle est particulièrement bien révélatrice. Ensuite, après Saturne, on arrive aux planètes transsaturniennes. Après Saturne, évidemment, on va penser aux planètes invisibles, c'est-à-dire celles qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et la première, c'est Uranus. Et Uranus, eh bien, effectivement, moi, je vais avoir tendance à dire, c'est le mat, quoi. Parce que, on l'a dit dans une conférence passée, ou je sais plus, une vidéo passée, la planète Uranus, elle tourne à l'inverse des autres, et en plus sur elle-même. Donc, c'est-à-dire, elle tourne comme ça, alors que les autres tournent comme ça. Donc, je fais pas comme les autres, je suis différent. Et le mat, il est pas comme les autres, il est différent. Voilà, et puis il y a ce côté d'impulsivité du mat qui s'en va, soit parce qu'il s'est fait bouffer la cuisse, soit parce qu'il a assez de compétences et qu'il veut les mettre à disposition de quelqu'un, ou voilà, les faire fructifier, etc. Donc on a ce côté très uranien, très futuriste. Le mat regarde vraiment vers l'avenir. C'est pour ça qu'il y a d'autres jeux qui font que le mat regarde de l'autre côté. À mon avis, c'est un mat assez cancer, passéiste, qui n'est pas l'esprit en fait de la vie. Parce que si le passé compte, on ne peut pas rester dans le passé, parce que justement, la machine, elle continue à tourner. Ensuite, on a Neptune, et moi, je pense qu'effectivement, l'arcane 12, cette idée d'enfermement, elle correspond bien à Neptune, parce que Neptune, il vit dans la mer, et il a été par Zeus contraint à y rester. Donc, cette idée de cadre que l'on retrouve sur l'arcane 12 correspond parfaitement au signe des poissons, qui voit les choses autrement, parce que imaginez un poisson, vous lui dites sur Terre ça se passe comme ça, et le poisson ne peut pas imaginer ce qui se passe sur Terre, comme nous on ne peut pas imaginer ce qui se passe ailleurs.
Ça, c'est intéressant, je pense. Ben justement, les poissons, eux, ils sont enfermés avec cette vision que le monde se résume à l'eau et seulement à l'eau, avec des plages et des bordures comme l'Arcane 12. Et pour terminer, Pluton. Alors Pluton, évidemment, je l'associe complètement à l'Arcane 15 parce qu'il y a cette idée de profondeur, cette idée de travailler sur soi. Évidemment, il y a l'idée du sexe qui est partout. Évidemment, il y a l'idée de pouvoir de Pluton. Mais Pluton, à la différence du signe des Scorpions évoqué tout à l'heure, Pluton, c'est le purificateur de tout ça. Et quand on associe les Scorpions avec le diable, on le diabolise, tout simplement. Alors que si on le plutonisait, ça serait différent. Vous diriez, bah tiens, c'est pas grave, en ce moment, Pluton qui est en Capricorne, il a purifié un peu tous ces trucs de l'État, là. Il est arrivé, Pluton, ce sont les virus. J'en ai parlé avec la vidéo sur le professeur Didier Raoul. Les virus, ça correspond à Pluton. Pluton est arrivé et il a nettoyé comment? Il a mis au défi. Il a dit, voilà, il y a un virus qui arrive et on a vu comment les politiques se sont comportés et il y a une idée de nettoyage qui se crée avec Pluton. Donc ça correspond très bien au diable qui est quand même le purificateur. Il ne faut pas oublier qu'il a une torche, il a de la lumière et Pluton, c'est un peu ça, c'est d'apporter la lumière sur les points obscurs que sont le sexe, le pouvoir et puis l'argent. Alors j'en arrive pour répondre aux questions qui me sont parvenues parce qu'il va falloir que je mette tout ça dans la boîte et j'avais dit jusqu'à midi, donc voilà les questions qui m'ont été données. Vraiment merci beaucoup parce que je sais que c'est pas toujours facile de réfléchir, de prendre sa plume et d'oser envoyer un message. J'ai mes propres amis qui me disent je veux pas te déranger, comme si j'étais une star de la télé qui recevait 100 000 messages. Donc si je vous réponds pas tout de suite, c'est qu'effectivement je suis sur de la consultation, je suis sur un tournage, mais laissez-moi une journée ou deux et ça va s'arranger. N'hésitez pas à me faire part des problèmes qui peuvent toucher l'ensemble. Parce que si ce sont des problèmes qui vous touchent personnellement, cela relève plus de la consultation. Et là, il faut prendre un moment pour aller en profondeur. Et si c'est une question générale, comme là, j'ai plusieurs fois cette question qui revient, j'ai mon ascendant qui tombe exactement dans mon signe. Qu'est-ce que ça signifie? Alors j'ai une personne qui est vierge, j'ai une autre personne qui est native de la balance et qui me dit est-ce que je dois trouver encore plus d'équilibre? Ou bien est-ce que ça signifie que l'équilibre n'existe pas? Puisque hier tu as expliqué que la justice, la carte de la justice, eh bien elle n'était pas totalement équilibrée et que on trouve jamais la justice. Mais là j'ai envie de dire c'est mélanger la justice et la justesse. La justice c'est pas facile. Et je pense que la balance est toujours en train d'osciller. Et si elle double, eh bien, elle doit osciller sur plusieurs domaines. Peut-être par rapport à elle, trouver son équilibre énergétique. Est-ce que vous mangez bien? Équilibre, oui, énergétique. Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous êtes harmonisé? Et puis après, c'est les autres, c'est la maison 7, la balance. Peut-être qu'il faut mettre une deuxième couche sur le côté, comment dire, d'équilibrer vos rapports avec les rapports des autres. Peut-être vous lancer dans une carrière de diplomate ou quelque chose de coach, etc. pour équilibrer les rapports avec les autres. Donc oui, on pourrait dire que quand on a l'ascendant qui est conjoint ou qui touche, disons que l'ascendant est le même que le signe natal, eh bien ça nous empêche d'avoir deux visions. Parce que quelqu'un qui est bélier ascendant Capricorne, il sait ce que c'est le Capricorne et il sait ce que c'est que le bélier. Mais si vous êtes vierge ascendant vierge, vous perdez une référence. Alors, je me souviens des premières conférences auxquelles j'ai assisté sur Montpellier. Et quand j'ai dit que j'étais verso-verso, on m'a dit « Oh là là, toi tu redoubles, t'as rien compris ». Alors évidemment, ça fait mal, quoi, parce que de l'autre côté du verso, il y a du lion et l'ego, il existe quand même chez les versos. Et j'ai regardé un verso-verso et j'ai trouvé Bacon, qui était un mec qui était alchimiste, écrivain, enfin voilà, verso-verso, qui était à la pointe de pas mal de choses. Ce qui, quelque part, Francis Bacon, ça m'a rassuré. Donc,
On n'a pas l'idée de redoubler. Je pense que redoubler, ça fait appel à quelque chose de doloriste, à cette idée de, comment dire, notre civilisation qui est toujours en train de dire « Ah, c'est l'échec, c'est pas bien » et tout ça. Non, je pense que le général de Gaulle disait « Les crises sont porteurs d'espoir ». C'est le sujet que j'ai eu à un concours. Eh bien oui, les crises sont porteurs d'espoir, les problèmes nous font avancer. Et si on a, comment dire, mis les gens qui ont le même signe et le même ascendant en disant bah tu redoubles, t'as rien compris dans les vies passées, ça me paraît une conception dure, difficile. Alors je pense que si on a peut-être été avec Tempérance au paradis et que ça fait plusieurs fois qu'on n'a pas pu expérimenter tel ou tel signe et qu'on dise bah voilà, je voudrais vraiment l'expérimenter, je voudrais vraiment être plongé dedans, pour X raisons, parce que vous voulez vous réincarner dans une famille où il y aura besoin de cette énergie de doublage de signes avec l'ascendant. Peut-être que vous êtes engagé dans la société et vous aurez besoin d'avoir ce double signe que vous vivez à la fois dans l'ascendant et à la fois dans votre signe natal. C'est fort possible. Moi, je n'ai pas la réponse exacte. Je pense que c'est l'expérience qui va vous faire trouver pourquoi vous avez le même signe que l'ascendant, etc. Après, il faut pas tomber dans la caricature. Par exemple, moi, j'ai un amas planétaire dans un autre signe qui correspond à la même maison aussi. Donc, c'est vrai que les gens me disent, t'es Verseau, Verseau, bah, t'es très uranien. Hop, ça y est, je suis classé, je suis dans une case. Mais ceux qui me connaissent un peu plus en astrologie savent que j'ai quand même un autre axe très très important en dehors du Verseau. Donc voilà, chaque thème est différent et doit être étudié de façon holistique, y compris si vous avez le même signe que l'ascendant. J'ai une personne qui me dit bah voilà, j'ai un signe comment dire négatif, mon signe lunaire est négatif, ma révolution solaire qui se termine, elle était négative puisque j'étais en Cancer, là je vais passer en Vierge, c'est encore du négatif. La seule chose que j'ai de positif dans mon signe, dans mon thème natal, pardon, eh bien c'est que j'ai un ascendant Sagittaire. Est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que je peux équilibrer le positif et le négatif? Si on se retrouve souvent comme ça, c'est justement pour se connaître mieux et connaître nos outils. Il me semble que quelqu'un qui me dit voilà, je suis ascendant Sagittaire, mais je suis donc très positif, très feu, très... Sauf que derrière, je suis coupé en deux. Et j'ai envie de dire, mais c'est génial, puisque déjà le Sagittaire répond à la question. Pourquoi? Parce que c'est un signe de feu, c'est vrai que c'est un signe positif, mais il a quand même les 4 pieds en terre. Donc, ça rappelle aussi tous les côtés négatifs des signes que sont le signe lunaire, etc. Donc, la réponse, elle est déjà dans le Sagittaire. Il faut équilibrer les deux. Et quand on est Sagittaire et qu'on se dit, est-ce que je peux équilibrer le plus et le moins, on a déjà la réponse. Si, par exemple, vous êtes en activité, puis bon, bah, à la fin, ça commence à routiner un peu, et tout d'un coup, vous arrivez à avoir un aspect de retraite avec une association de copains pour faire un truc. Vous allez voir si votre ascendant va pas prendre le dessus et devenir l'ascendant. Après, j'ai eu des questions un peu plus personnelles. Alors, il y en a que je veux bien répondre. Par exemple, comment je suis arrivé au tarot alors que j'ai vraiment comment dire, un sacré bagage en comparaison d'astrologue. Déjà, j'ai pas eu cette vision absolue de l'astrologie. Quand j'ai étudié les planètes, j'ai vu que dans l'arbre séphirotique, dans la Kabbale, on parlait aussi d'astrologie. Donc j'ai déjà eu cette vision de découvrir d'autres choses en dehors de l'astrologie, puisque je l'ai expliqué dans une vidéo. J'ai déjà eu le tarot en connaissance par rapport à mes études d'astrologie. Et comment j'en suis venu à développer plus encore le tarot? Eh bien justement, c'est que mon ami m'a dit tiens, regarde, le tarot, c'est génial. Et puis, il y avait un professeur super dynamique, intéressant. On s'est rapproché de lui. Et puis, je suis allé sur le tarot. Oh, ça n'a pas été facile, pour tout vous dire. Pourquoi? Parce que moi, je suis un signe fixe. Il m'a dit, tu sais, le tarot, c'est bien. J'ai dit, écoute, j'ai assez de mal avec l'astrologie. Moi, il faut que je sois dans la spécialité. Il faut vraiment que je sois sûr de moi. Et puis les imbéciles qui changent pas d'avis, l'amour, la tendresse, les explications rationnelles, ont fait que j'ai découvert le tarot et puis je me suis dit, c'est pas si mal que ça.
Et après, j'ai travaillé, je me suis dit, c'est vraiment pas si mal que ça. Puis après, je me suis dit, c'est génial. Et on y va, on fonce. Pourquoi j'ai pas foncé? Parce que le Verseau, il a tendance à s'éparpiller. Il a tendance à dire, oh ça c'est bien, je vais aller le travailler, tout ça. Avez-vous une vie en dehors de l'astrologie? J'ai envie de dire, Dieu merci. Oui, oui, parce que l'astrologie, ça vous donne l'impression que je la connais bien. Sauf que je l'ai découverte quand j'avais 25 ans, 30 ans. Ça veut dire que ça fait 30 ans que je traîne mes guettes dans l'astrologie. Alors c'est un minimum si j'ai quelques connaissances. Ce qui ne m'a pas empêché, bonjour Fred, de prendre quelques cours de guitare depuis combien maintenant? C'était au siècle passé, non? Donc oui, la guitare m'intéresse. Peut-être parce qu'il y a 7 notes dans la gamme comme il y a 7 planètes. Allez donc savoir. Et puis aussi, j'ai passé mon diplôme de professeur d'aïkido. Et pourquoi? Parce que vous pouvez pas avoir un esprit sain si vous n'avez pas le corps sain, dirait Rabelais. Et donc c'est pour ça que je crois que me réduire à l'astrologie en disant mais tu fais que ça, t'as pas de vie en dehors. Si, j'ai des amis, j'ai une vie intime, j'ai une vie secrète, j'ai des vies en fait, j'ai des vies. Et oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que je m'intéresse à la géobiologie. La preuve, ici, nous sommes sur un centre où on pourrait travailler avec le pendule. Ici, on a fait des stages sur, prendre plus d'énergie, ouvrir les portes, tout ça, avec un menhir. Et juste avant, on est passé devant une antenne où c'est marqué « Ne restez pas de camping, pollution incroyable ». Alors là, vous restez un certain temps là-bas, votre énergie descend, vous arrivez ici, votre énergie, elle monte. Ça, c'est de la géobiologie. Mais on a suivi un cursus de géobiologue de 2 années. Et puis aussi de bioénergie, c'est-à-dire comment remettre les gens centrés parce qu'ils sont décalés, l'aura, etc. Alors ça fait prétentieux, mais vous me demandez, je vous réponds. Oui, la géobiologie, l'astrologie, tout un tas de choses. Et finalement, plein de choses se relient entre eux. Si je suis de ce côté-là, pour certains, c'est normal, je suis protégé du soleil. Moi, je sais que mon dos, il est plus ou moins, et je sais que lui, il est plus ou moins. Et je remercie Bélénos, et je le dis avec vraiment, c'est pas salut bout de pierre, hein. C'est 2 pierres qui sont l'une avec les autres, mais c'est des pierres qui vibrent pour les Lyonnais. Je crois qu'il y a ça, la pierre qui vibre là-bas. Enfin, il y a Pierre Fitte, il y a Pierre Latte, c'est pas ce qui manque, hein, Rocamadour. Les lieux des pierres sont énergétiques. Alors, bien sûr, je peux pas passer à côté de ça. Le Verseau a besoin de comprendre comment fonctionnent les pierres, comment sont orientées les pierres. Parce que là, j'ai le menhir à plat qui a été extraordinaire. Vous restez ici, vous orientez face au lever de soleil le matin. C'est sûr qu'à midi, vous avez l'impression qu'il est 8 h et que vous venez de vous lever. Pourtant, vous avez travaillé toute la matinée. Donc avant d'aller travailler, il m'est arrivé souvent de venir ici, de faire certaines choses, certains rituels par rapport au menhir, de me placer ici, de m'orienter d'une certaine façon et d'assister au lever du soleil avec toute l'énergie que ça apporte. J'ai eu cette phrase-là, est-ce que vous n'êtes pas un peu gourou? Mais ça m'étonnerait parce que vous êtes en même temps un mec sympa, un mec gentil. Pour moi, le gourou dans le dictionnaire, il a 2 acceptions. Je l'ai dit longuement d'ailleurs dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle La Laine Niscate, que vous trouverez je sais pas où, dans les bonnes librairies, sur Amazon et autres. Et dans le livre que j'ai écrit, j'explique bien la différence entre le gourou qui va phagocyter les gens, qui va les endormir. Et moi, ce que je fais, c'est exactement l'inverse. Gourou, ça correspond à maître. C'est le sorcier de Castaneda. C'est, celui qui a la connaissance. Alors, il y a différents niveaux de connaissance, comme il y a différents gourous. Il y a bien Jésus et les apôtres, les évêques, et j'en passe, et des meilleurs. Il y a différents maîtres. Et donc, moi, je me prétends pas du tout comme un gourou, je me prétends pas du tout comme un maître, mais je me prétends surtout pas comme un gourou qui va asservir les gens. C'est justement mon objectif, c'est de rendre les gens libres eux-mêmes, de devenir leur propre gourou. Parce que le meilleur gourou, le meilleur maître, il est inside, c'est nous notre propre maître. Qui mieux que nous-mêmes pouvons nous connaître? D'où les cartes que l'on tire, qui sont notre prolongement pour nous connaître à un moment T. J'ai eu aussi une question sur un rapprochement entre l'Orient et l'Occident dans sa vision astrologique. Est-ce qu'on retrouve le yin et le yang dans l'astrologie occidentale?
j'ai envie de dire ce côté assez tranché yin-yang, on l'a retrouvé dans la dernière vidéo d'Astro Tarot où on expliquait effectivement qu'il y avait des signes plus et des signes moins. Et donc je crois que c'est ça, en disant attention, on parle d'un signe, mais ça doit être dans l'ensemble du thème que doit être étudiée cette polarité. Donc en fait, on n'est jamais positif, on n'est jamais négatif. Et je crois que la question de tout à l'heure l'expliquait bien. J'ai beaucoup de négativité, mais j'ai aussi du positif. Donc on a comme ça un équilibre à trouver en soi. Et peut-être qu'on a aussi un équilibre à sortir au moment où on nous demande quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment où on est fatigué, on va aller vers notre côté plutôt négatif. Si on est dans un côté où il faut passer à l'action, on va activer, je sais pas, notre ascendant, notre signe qui est positif. Et c'est pour ça que dans le yin et le yang, si j'ai bien compris, on a un petit peu de blanc dans le noir et un peu de noir dans le blanc, qui symbolise que rien n'est toujours tout blanc et rien n'est toujours tout noir. Et on retrouve complètement ça en astrologie. On arrive à la fin, j'espère avoir répondu aux questions et bien entendu, je ne peux que remercier toutes les questions qui ont été posées. Si j'en ai qui me sont arrivées après, ça sera l'occasion de les proposer pour la prochaine promenade. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer. Comme ça, moi, je peux éventuellement les préparer. J'espère avoir été clair et encore une fois, merci pour cet échange de faire quelque chose d'interactif. Si ça vous a plu, vous encouragez la chaîne avec le pouce bleu. Si vous pouvez, vous essayez d'en parler à droite à gauche. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le avec la cloche, comme ça vous serez informé des vidéos. De façon à ce que plus vous allez me donner à manger, plus je vais avoir envie de vous donner à manger. Et c'est comme ça qu'on aura cette fameuse loi d'échange qui est vraiment très importante pour moi. J'ai pas du tout envie de parler tout seul face à une caméra. J'ai besoin en tant que signe d'air, et ça vous le comprenez, d'échange. Signe d'air, nous sommes sur un aérodrome, je crois que tout est dit. Je vous souhaite donc une belle semaine et je vous retrouve, si vous en avez envie, dimanche matin 9 h pour le tirage Astro Tarot avec des prolégomènes, une introduction assez longue pour vous donner quelques outils et aller encore un petit peu plus loin sur le chemin. Sur ce, Douy veut vraiment partir, donc je vous abandonne. Quelquefois, c'est le chien qui mord un peu le maître. Vous connaissez l'histoire.